Je suis arachnophobe. Pas à un niveau stratosphérique, mais en général, la vue d'une araignée me met mal à l'aise, voire me fait peur. En même temps, comment tu veux appréhender la chose? Ça a 8 pattes, plus d'yeux que 2 pattes. Déjà, lorsque tu peux établir cette relation entre ces deux nombres, c'est qu'il y a un problème. Et en plus, ça tire du fil par son cul. Non mais oh. Et je suis pas le seul à penser ça. L'arachnophobie est l'une des phobies les plus répandues dans le monde. Et même au-delà des arachnides. Mon meilleur ami a une phobie des guêpes, j'ai une amie terrifiée par les rats, mon père ne peut pas approcher d'une grenouille. Et dans les films, on justifie toutes ces horreurs par l'évolution. C'est l'évolution qui a permis ça, c'est le jeu de la survie et de l'évolution. Bah justement, comment l'évolution a permis ça? Comment on en est arrivé là? Quel processus a pu amener à ces choses qui nous terrifient? Et en faisant des recherches pour répondre à ces questions, je suis tombé sur quelque chose de bien pire que les araignées ou les guêpes. Quelque chose qui va bien au-delà de ces phobies. Voici, devant vous, la vraie erreur de la nature, l'horreur de l'évolution. Elle ressemblait carrément pas à celle de la salle de bain. Déjà, elle était 10 fois plus petite. Puis j'en ai acheté qu'une, j'ai acheté une seule araignée, moi. Mais c'est peut-être ces petits bébés. Ces bébés qui sont 2 fois plus gros qu'elle. N'importe quoi. Ouais, en mode Darwin. L'évolution, c'est un beau bordel de méthodes, d'équations et de concepts pour dire une seule et unique chose, vous êtes différent de vos parents. C'est tout. C'est juste ça l'évolution. Vous pouvez mettre n'importe quel mot pailleté qui vous fait briller le cul dessus, du genre l'évolution consiste en l'ensemble des processus entraînant une différence phénotypique entre une génération N et une génération N+1, c'est juste une différence entre deux générations, donc entre vous et vos parents. La théorie de l'évolution, par contre, c'est ce qu'on pense être capable d'expliquer cela. Et dans le joyeux bordel de phénomènes étudiés pour expliquer l'évolution, l'un d'entre eux, le plus connu sans doute, a été conceptualisé par un certain Charles Darwin. C'est la sélection naturelle. Et pour vous parler de ça, je vais vous montrer juste une chose, une simple équation. W égale V fois F. C'est seulement 3 lettres, mais elles disent tout. W, c'est ce qu'on appelle la fitness. Non, pas celle-là. C'est la variable qui définit la sélection naturelle. Au plus tu as une forte fitness, au plus la sélection naturelle est clémente avec toi. Au plus elle est faible, vous devinez la suite. V, c'est la vitalité. Et tout simplement la probabilité que vous atteigniez l'âge de vous reproduire. Simple, n'est-ce pas? Enfin, F, c'est la fertilité. C'est le nombre moyen de descendants que vous pouvez avoir. Et là, vous comprenez peut-être un truc tout bête, mais si W c'est V multiplié par F, alors la fitness, c'est tout simplement le nombre moyen de vos descendants qui atteindront l'âge de se reproduire. Et donc, vous comprenez peut-être que la sélection naturelle, ce n'est pas uniquement qui survit le mieux, mais c'est plutôt qui se propage le mieux. Donc tu as plus ou moins deux stratégies. La stratégie lapin, qui consiste à faire un max de petits pour compenser les pertes éventuelles, et la stratégie humaine, ou du moins celle dans ma famille, pas beaucoup de petits, 1, 2, 3, mais on en prend soin pour qu'ils aient le plus de chances de survie. On parle aussi de stratégie R et K en écologie, en référence à des équations bien plus chiantes dont je vous épargne l'explication. D'ailleurs, cette idée de sélection naturelle me fait penser à une théorie que j'ai vue passer sur Reddit et qui me fout un peu les jetons, pour être honnête. Une des tendances récentes en biologie, c'est de tout expliquer par de la sélection naturelle, comme si tout avait une fonction, une utilité. C'est un raisonnement bancal au possible, et clairement pas toujours vrai, mais en partant de ce constat, certains ont fait le lien avec la Uncanny Valley, ou vallée dérangeante en français. C'est un phénomène simple, tout ce qui a une apparence un peu humaine mais pas trop, nous met naturellement mal à l'aise, voire nous fait peur pour certains. Si on veut y trouver une origine évolutive, on peut penser que la cohabitation avec d'autres espèces humaines, comme Néandertal, serait la cause. Mais justement, il y a un paquet de traces d'hybridation dans le génome des populations humaines actuelles. Donc ce n'était pas de la peur que ressentaient nos ancêtres. Donc, il y aurait eu quelque chose de proche d'un humain, mais juste assez différent
pour qu'on puisse faire la différence, et qui aurait été si dangereux que son impact se verrait encore aujourd'hui dans nos esprits à l'échelle de toute notre espèce. Enfin bref, la réponse la plus crédible serait un biais psychologique, on est mal câblé, et quand on voit un truc humain mais pas trop, notre cerveau sait pas trop comment réagir et panique. Mais pour en revenir à notre formule, ce qui me turlupine, c'est juste une question. À quoi ça sert? Non, sans déconner, pourquoi faire ça? Essayer d'avoir des valeurs chiffrées pour parler de comment la vie change, ça me paraît pas des plus pertinents. Et c'est un prof avec qui j'ai eu cours il y a quelques années qui m'a posé cette question. Et il m'a bien fait comprendre quelque chose d'important avec la réponse qu'il attendait. Le vrai intérêt de cette équation, c'est W, la fitness. Car, avec cette formule, on obtient un pouvoir immense, prédire. Le concept de fitness permet de prédire les effets de la sélection naturelle. En calculant la valeur de fitness pour différentes espèces, on peut prédire leur évolution en quantité et leur évolution tout court. Et ce concept a permis d'ouvrir un nouveau champ de la biologie et de la littérature. Un champ tout autant de l'imaginaire que de la science, l'évolution spéculative. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. La toute première fois que j'ai eu affaire à de l'évolution spéculative, ce n'était pas dans un cadre horrifique ou angoissant, mais plutôt avec ce sentiment profond d'émerveillement, d'aventure et de découverte. Avec ce livre, Demain, les animaux du futur, par Jean-Sébastien Steyer et Marc Boulet. Et c'est sincèrement un super bouquin que je vous recommande de lire. Tout son concept tient en une question. Après nous, qu'est-ce qu'il y aura? Le livre nous plonge alors sur la Terre, dans 10 millions d'années, pour nous faire découvrir sa faune. Et c'est trop cool. Il y a des oiseaux dinosaures, genre il y en a un, c'est Tyrannornis. Genre c'est pas tyrannosaure, car zor ça veut dire lézard, mais ornis pour oiseau, car c'est un oiseau dinosaure. Et moi j'aime bien les dinosaures. Il y a des chauves-souris géantes insectivores qui ne touchent jamais le sol de leur vie, car elles vont carrément mettre bas à plusieurs kilomètres d'altitude. On a des oiseaux taupes qui vivent comme des fourmis ou des termites en société, avec des classes et tout. Ouais bon, ça commence à être un petit peu bizarre on va dire. Il y a aussi des chauves-souris vampires terrestres qui chassent ces oiseaux taupes pour en boire le sang. Il y a des oursins meurtriers, des têtards géants de 40 mètres de long, des pingouins dinosauroïdes géants, et... Non mais, c'est quoi cette planète? Mais je sais que c'est la nôtre, mais c'est tellement dérangeant de voir ça. Et pourtant, c'est fascinant d'observer comment une planète qu'on connaît si bien peut changer si vite. Bien que ce bouquin m'ait fasciné quand j'étais gosse, il y avait des illustrations qui me glaçaient le sang. Ce mélange entre le familier, le fantastique et l'alien, c'est vraiment une expérience troublante. Comme si on pouvait voir les limites du tissu de la réalité que l'on s'imaginait. Et je pense que c'est le bon moment pour vous montrer par où nous sommes déjà allés et où nous continuerons notre périple dans la suite des tréfonds de l'évolution. Notre voyage se divise en plusieurs couches. La première est la zone de confort, où tout va bien, où il n'y a que nous. C'est la zone que vous avez quittée en cliquant sur cette vidéo. Ensuite vient la zone du lien, celle des araignées, des rats, des animaux qui nous font peur. La zone du rationnel, la zone où nous avons assez d'outils pour comprendre ce qu'il se passe, en utilisant ce qu'on connaît déjà. Et cette zone s'étend jusqu'à cette évolution spéculative de créatures connues de notre espèce, car nous pouvons lier ces animaux à notre connaissance. Et maintenant, nous traversons les derniers mètres de cette zone du lien, tout en nous dirigeant vers la troisième, celle de la perte de repère. On n'est pas complètement perdu, mais on ne peut plus vraiment s'accrocher à quelque chose de concret ou de physique. Voilà où nous allons. Plus précisément, nous allons à un endroit que j'ai découvert via une vidéo sur YouTube, il y a quelques mois. Nous quittons la Terre pour nous poser sur une toute nouvelle planète, où rien ne semble faire sens, mais où tout est logique. Darwin 4. Darwin 4, c'est une planète qui vient du livre Expedition Voyage to Darwin 4, écrit et illustré par Wayne Barlow en 1990. Tout le concept de ce bouquin, c'est l'exploration d'une planète nommée Darwin 4, en l'an 2366. Et là, on a un sacré problème, car cette planète a tout et rien à voir avec la nôtre. Et pour vous le montrer proprement, je vais essayer de suivre un petit peu la structure du bouquin. Et nous allons explorer ensemble la surface
de Darwin 4. Rien qu'en se baladant dans les plaines de la planète, où notre vaisseau s'est posé, on comprend tout de suite que quelque chose ne va pas, car quelque chose semble fonctionner. On voit directement des troupeaux de gyrosprinters, des herbivores bipèdes, mais pas comme on l'entend sur notre planète. Ils ont une unique patte avant et une unique patte arrière. Ce sont des bestioles profilées pour la vitesse et les virages serrés. Et ça, c'est pas vraiment une tête, mais plutôt une caisse de résonance des sons émis et reçus. Ça fait oreille et cordes vocales, si vous préférez. On croise également des doépines, des tripettes dotées d'une armure épineuse et vivant en troupeau pour faire bouclier de leur corps. Mais si ces créatures ont développé de tels organismes axés sur la vitesse ou la défense, c'est bien qu'il y a des prédateurs. Des dos rayonnés, des béliers des prairies et quelques langues flèches au sommet de toute cette chaîne alimentaire. Des prédateurs, mais pas des carnivores, des liquivores. Vous voyez, la matière vivante sur Darwin 4 est présente sous deux états, solide et liquide. Et si ces prédateurs ne consomment pas le solide, ah, et vous approchez pas trop des arbres. C'est pas des arbres. Dans les forêts, c'est pas mieux. Rien qu'avant d'entrer, nos capteurs mesurent une secousse anormale dans le sol. Ces vibrations sont émises par les pas d'un échine bosquet, un herbivore titanesque, de plusieurs dizaines de mètres de haut. Ce monstre n'est pas dangereux, mais son aileron arrière, si. C'est un membre vestige de sa forme juvénile tripède, qui laboure le sol, comme si les animaux et plantes sur le passage n'étaient que des vers et autres microbes dans la terre d'un champ. Pas grand-chose ne peut survivre au passage du colosse. On observe également des animaux monopèdes, des échalas sauteurs, qui bondissent sur leur unique pied, tout en capturant par un filet organique les micro-organismes dans l'air. Dans la forêt dense, c'est là que le cauchemar commence. Ça, c'est un gobber, une bouche géante qui attire ses proies par une odeur et un son stimulant. La victime, hypnotisée, ne peut que suivre son instinct, et ne prend pleinement conscience de la situation que dans un bain de suc gastrique acide. Mais la créature qui me met le plus mal à l'aise dans ces bois, ce sont les poignets Navaja, icônes de Darwin 4. Ils ont 4 pattes, dont 2 avant sont des lames acérées. Et ces animaux sont d'excellents acrobates et planeurs. Et j'avoue que l'idée de me faire attaquer par une bestiole avec 2 couteaux volants à pleine vitesse pendant une promenade en forêt me dérange un peu. La particularité avec la mer de Darwin 4, c'est qu'il n'y a pas de mer. Du moins, pas au sens propre. On l'appelle la mer amibienne, une surface gélatineuse s'étendant à perte de vue, et constituée d'une infinité de micro-organismes dans cette colocation aqueuse aux échelles planétaires. Et le plus gros problème, c'est de savoir comment cette mer s'est formée. Personne ne sait ni ne peut même imaginer la réponse. Sur les littoraux, nous croisons un dos poché, une étrange créature quadrupède, dont le mâle va chercher de la nourriture en surface tandis que la femelle, dotée de 4 nageoires, reste en harem en se creusant des trous individuels et attend que le mâle lui apporte à manger. Mais tout n'est pas reproduction, car les bords de mer sont infestés de plumes de plage, de vrais pièges vivants qui jaillissent du sable sur leur proie, les tuant sur le coup pour boire leur sang. Enfin, plutôt leur fluide corporel qui remplit la même fonction. Cependant, c'est au sein de cette mer amibienne que l'on trouve les maîtres de cette planète, les marches-mers empereurs. 200 mètres de chair marchant lentement dans ce qui doit leur paraître comme une simple flaque d'eau. Et la vraie curiosité biologique, ce sont les nymphes autour, leurs petits. Elles sont incapables de se nourrir par elles-mêmes, donc dépendent totalement des adultes pour survivre. Même s'il est très peu commun pour un individu de cette espèce d'atteindre l'âge adulte. Mais la vraie inquiétude ici, c'est ça. C'est un crâne de marche-mère empereur. Et c'est pas normal de le voir hors de la mer. C'est même impossible. Sauf si la mer diminue en surface. Et est peut-être en train de disparaître. Avec toute la faune qu'elle habite. Plus récemment, dans la vie de la planète est apparue une importante chaîne de montagnes et des biomes de toundra, avec leur biodiversité atypique. On a les glisslangs,
qui vivent dans des terriers en hauteur, ou les ailes ressorts qui bondissent des corniches pour planer avec élégance. Puis, dans les vallées isolées, on peut occasionnellement tomber sur un cornvessi, un être solitaire et peureux qui émet des sons stridents et puissants pour faire fuir tout ce qui s'approche de lui. C'est même surprenant de pouvoir les entendre en tant qu'être humain, car normalement, les sons émis par la majorité de la faune de Darwin IV ne sont pas sur le spectre audible de l'oreille humaine, sauf pour le cornvessi, apparemment. Dans les toundras australes au sud, la seule espèce qui me perturbe est la charrue des toundras, qui enterre sa tête sous la neige et se déplace ainsi afin d'avoir accès aux plantes cachées sous la couche de glace, inaccessibles aux autres herbivores. C'est plutôt malin. Mais c'est dans les airs que se trouvent les êtres les plus dangereux de Darwin IV, les broches du ciel, des monstres designés pour la vitesse et la mort. Ces choses dépassent aisément les 300 km/h pour transpercer leur proie. Tout animal de Darwin IV craint ces choses, sauf un. Il y a cette créature qui flotte autour des vaisseaux de l'expédition depuis 20 bonnes minutes. C'est un Eo sapiens, et il semble intéressé, curieux. Il a l'air d'envoyer des sons à différentes fréquences vers nous, mais ça n'a pas l'air d'être agressif, ce qui serait une première pour cette planète. On peut tenter d'envoyer nous-mêmes un son en réponse, histoire de... Il a répondu. Cette chose a répondu, et il semble nous tendre un objet en guise de... cadeau. Donc là, on a en face de nous une espèce volante, qui semble d'une intelligence non négligeable, qui chasse, socialise beaucoup, et qui s'organise donc en groupe. Nous avons peut-être devant nous l'embryon d'une espèce intelligente capable de bâtir une civilisation, comme nous. C'est le point culminant de cette expédition, le summum de ce que nous pouvions trouver sur cette planète. Maintenant, il faut partir. Oui, je vous comprends. Moi aussi j'aimerais revoir tout ça, jeter un coup d'œil, une dernière fois. Nous quittons Darwin IV, comme nous quittons notre zone de la perte de lien. Cela peut sembler absurde, mais il y a quelque chose à aller chercher plus loin, quelque chose qui dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'alors. Il faut avancer, aller plus loin, plus vite et plus loin et... Nous sommes seuls dans le vide total. Il ne reste que nous. La seule chose que nous pouvons entendre est notre respiration haletante, soudainement interrompue par un signal radio. La dernière chose à laquelle nous devons faire face est ici même. Car si nous sommes seuls, il n'y a plus qu'une seule chose qui puisse nous faire peur. La chose qui fait que La Mouche de Cronenberg, The Thing de Carpenter ou plus récemment The Substance de Coralie Farja ont eu un tel succès, tout en montrant cette horreur viscérale qui m'a empêché de dormir plus d'une fois. Le vrai rôle de ce sous-genre de l'horreur organique qu'est le body horror, c'est de nous remettre à notre place, littéralement. C'est de nous rappeler que nous ne sommes qu'un tas de neurones dans un gros morceau de viande et d'os, que nous ne possédons rien de plus que toutes les autres créatures qui nous entourent. Et la façon la plus élégante, mais aussi la plus dégoûtante et terrifiante que j'ai pu voir, est celle de C.M. Cosman dans son livre All Tomorrows, sorti en 2006. Car il explore quelque chose que je ne voulais même pas envisager. Avant de commencer, sachez que ce livre est disponible gratuitement en format PDF sur internet. Il fait un peu plus de 100 pages
et il y a de nombreuses illustrations. Malheureusement. Tout le propos de ce livre se résume en une phrase, une question. Jusqu'où ira l'humanité ? Pas en tant que civilisation, mais en tant qu'organisme vivant. J'aurais aimé que la réponse ne vienne jamais. Le livre s'ouvre sur la première arrivée d'êtres humains sur Mars, qui a été terraformée au préalable. Très vite, le peuple martien se mit à réclamer une indépendance par rapport à la Terre. Les tensions montèrent lentement, siècle après siècle, tout comme les différences génétiques entre les deux peuples, accentuées par de l'eugénisme et de l'ingénierie génétique. Il est difficile de savoir ce qui mit finalement le feu aux poudres. Tout ce que l'on sait, c'est que ces tensions aboutirent à une guerre spatiale, une guerre aux proportions bibliques, une guerre lente et meurtrière de plusieurs siècles, une guerre de bombardement planétaire faisant des millions de morts à chaque bataille. Lorsque les deux parties décidèrent de cesser cette horreur inutile, le cap des 8 milliards de morts était franchi. Le carnage fut tel et le traumatisme si grand que les deux peuples, presque distincts en tant qu'espèces, firent le choix de s'unir. Ils décidèrent alors, par leur savoir en manipulation génétique, de créer une unique espèce humaine, le peuple qui allait conquérir la galaxie. Les quelques oppositions à la création d'une espèce de zéro furent maigres et, en quelques générations, l'homme des étoiles était l'unique représentant de l'humanité et la porta vers un rayonnement galactique. Ce fut ce qu'on appela l'été de l'humanité, une ère de prospérité, de progrès et de conquête. Mais, après l'été vient l'automne, puis le glacial hiver. Tout cela dut prendre fin un jour. Pas à cause de l'ego humain, pour une fois, mais à cause de celui d'une autre civilisation, les Q, une ancienne civilisation, vieille de plus d'1 milliard d'années, durant lesquelles ils se modifièrent encore et encore vers leur perfection biologique. Une espèce si puissante qu'elle n'eut pas la moindre considération pour ces étranges bipèdes faisant joujou avec quelques gènes. L'éradication de l'humanité ne fut même pas une question, ni même un problème pour eux, mais simplement une tâche à faire, une case à cocher sur la liste, comme lorsqu'on dépoussière une salle inhabitée depuis longtemps. Mais, comme l'explique le livre, ce fut la fin de l'humanité, mais pas de l'homme. J'aurais aimé que non. En effet, les Q se permirent quelques jeux avec le génome humain et décidèrent de l'utiliser comme de la pâte à modeler pour se faire quelques étrangetés distrayantes à leurs yeux. Je ne vous conterai pas chaque créature issue de la folie de ces savants fous, mais sachez qu'il y a de tout. Des vers, des monstres volants, nageants, rampants, fouisseurs, écrasés par une gravité absurde, entassés comme des briques de chair, filtrant des particules de l'air. Certains ont eu de la chance, enfin, si on peut parler de chance, en ayant été modelés de façon assez proche du matériau de base, mais avec un intellect grandement réduit. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aurais voulu qu'il n'y ait plus d'hommes ? Puis, les Q sont partis. On sait pas trop pourquoi, sûrement qu'ils se sont lassés de leurs jouets, mais le plus important est qu'ils ont laissé derrière eux un millier de mondes habités par ces choses au génome plus ou moins humanoïde. Et le temps a fait son effet, et l'évolution aussi, transformant lentement ces choses en pire. Ce fut ce qu'on appela par la suite la grande phase d'extinction et de diversification des espèces humaines. Certaines espèces disparurent, trop déformées pour leur anatomie, pour leur environnement, trop dépendantes des Q. Mais les autres purent survivre et ont pu bâtir des civilisations nouvelles. Les vers sont devenus des serpents avec une unique main, le peuple serpentoïde. Ceux qui volaient ont continué dans leur voie, devenant les ptérosapiens. Ceux qui nageaient ont gagné en capacité d'élevage et ont sélectionné méticuleusement certaines créatures pour en faire des outils, acquérant le titre d'éleveurs d'outils. Les rampants ont pu quitter leur planète à la gravité monstrueuse en se modelant un corps puissant et polyvalent. On les appela le peuple asymétrique. Des humains symbiotiques se sont trouvés des hôtes pour construire leur civilisation. Mais le pire, selon moi, furent les hommes entassés en colonies de briques, les modulaires. On ne sait pas comment ils ont survécu, possiblement par la simplicité de leur organisme, mais ils ont pu évoluer et devenir des amas de modules de chair coordonnés en un seul être,
un être de cauchemar. On trouve, après le départ des Q, une immense diversité de ces humanoïdes, dont certains vont tomber sur d'anciennes ruines, celles de l'espèce originelle. On assista alors à l'explosion technologique la plus spectaculaire qui soit, celle des chasseurs de ruines. Et cette fois, ce fut l'ego propre à l'homme qui amena à une seconde catastrophe. Hypnotisés par cette puissance technologique nouvelle, les chasseurs de ruines sont allés trop loin. Ils modifièrent petit à petit leurs corps en machines. Ce fut l'avènement des gravitos et le début de la seconde grande invasion de la galaxie. Une invasion qui vint de son intérieur. Toutes les autres espèces, alliées entre elles depuis peu, n'étaient pas vraiment de poids, aussi nombreuses et savantes qu'elles fussent. Seuls quelques individus furent gardés par pure cruauté des gravitos pour faire de leurs victimes des animaux de compagnie, et tout le reste fut éradiqué, rasé de l'histoire. La seule force qui put les arrêter fut une force ancienne, plus ancienne que ces machines, car à l'origine de celles-ci. En effet, pendant le règne des Q, certains groupes d'hommes des étoiles se réfugièrent à l'intérieur de comètes modifiées au préalable pour être habitables. Leur corps et leur technologie évoluèrent immensément pendant les millions d'années de règne des Q, et cela leur a permis de renverser l'empire mécanique et d'enfin unifier une galaxie qui a retenu la leçon, prête à écouter tout nouveau contact extérieur et à répondre à toute attaque. Ce fut l'ère de la grande unité galactique, où les nouveaux hommes des étoiles, les dieux astéromorphes, permirent à cette humanité convalescente de se relever, prenant contact avec d'autres civilisations extraterrestres, bien plus pacifistes et enclins à la discussion que les Q. Ce fut également l'âge de la redécouverte de la Terre et des origines de l'homme. Ces dieux purent observer, en toute humilité, d'où ils provenaient, et les premiers pas bien plus simples, qui amenèrent, au final, à leur empire. Surprenamment, le livre ne se finit pas sur cela, mais sur une page finale, sur un chapitre intitulé « All Tomorrows ». En réalité, l'humanité a disparu depuis 1 milliard d'années, et l'histoire qui nous est contée n'est que la reconstitution faite par un être extraterrestre qui s'est pris de passion pour notre espèce. Et, après tout ce que ce livre nous a raconté et nous a montré, ma seule réaction, le seul sentiment qui s'infiltre dans mon cerveau, c'est du soulagement. Le soulagement de savoir que toute cette horreur est terminée. Lorsque j'étais en train d'écrire cette vidéo, quelque chose s'est produit. J'étais à mon bureau lorsqu'une araignée, minuscule, m'apparut, suspendue par un fil à ma lampe de bureau. Je ne sais pas si c'était sa petite taille, le fait que je voyais et lisais des horreurs depuis des semaines, ou simplement au quotidien dont la souffrance produite me retirait toute peur, mais je l'ai prise avec ma main. J'ai saisi le petit fil qu'elle avait soigneusement tissé et l'ai posé autre part, où je ne pouvais pas l'écraser par erreur. Je ne l'ai revu qu'une unique fois, en train de se balader entre mes figurines de dinosaures. Et après cette rencontre, j'ai fait des recherches pour cette vidéo. Vous saviez que chez l'araignée pan, le mâle faisait tout un effort de parade nuptiale, de danse pour séduire la femelle? J'ai trouvé ça mignon. L'araignée loup, dont le simple fait d'en écraser une peut libérer des centaines de petites araignées grouillantes qui me terrifient, met sa progéniture sur son dos pour la protéger, comme une louve protégeant ses louveteaux. Le blobfish, élu animal le plus laid du monde apparemment, a cette tête car il survit à des profondeurs folles, où la pression est presque 100 fois supérieure à la surface. Ce truc bizarre, c'est un tardigrade, et ses propriétés de survie dans des environnements extrêmes pourraient être la clé pour sauver des millions de vies.
Sur Darwin 4, malgré le côté étrange et difforme qui m'a mis mal à l'aise tout au long de l'expédition, je ne peux nier la beauté de cette planète issue de l'imagination de Wayne Barlow. Je n'ai fait que raconter dans les grandes lignes la descente aux enfers des reliquats humains de All Tomorrows, mais il y a tout de même un aspect psychologique derrière. On nous parle de leurs pensées, de leurs peurs, de leurs espoirs. C'est peut-être ça la véritable erreur de la nature, la vraie horreur de l'évolution. Ce ne sont pas ces choses qui nous font peur, mais le fait qu'on n'arrive pas à en voir la beauté. Finding out which way the road's got you home. Oh, is it a great lake or somewhere you've been from? But it may fall clouds up above, evergreen at the window. Ça vous va si je vous parle de Évolution, le film ? Allons voir ce que la vie nous réserve, ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie nous réserve, ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. Prends-moi la